Patrice Talon en Chine pour le renforcement de l'axe Cotonou-Pékin. Au Gabon, la dynastie Bongo est-elle désormais conjuguée au passé? La date du procès de Donald Trump est connue relativement à la tentative de manipulation de la présidentielle de 2020. Et puis cette sulfureuse affaire du baiser volé mettant en cause le président de la Fédération espagnole de football. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le menu de ce numéro de Club Média 7 pour lequel je reçois Ouldat Mama, auteur et politiste. Ouldat Maman, bonsoir. Bonsoir Lénaïque, bonsoir Pascal et bonsoir aux amis téléspectateurs. Pascal Ansem-Agueoundé, journaliste au quotidien du service public La Nation. Pascal Ansem-Agueoundé, bonsoir. Bonsoir Lénaïque et bonsoir Ouldat et bonsoir à nos téléspectateurs. Plantons le décor de l'actualité nationale avec la revue de presse hebdomadaire. C'est une réalisation de Marcel Arossi. Visite du président Talon en Chine, des patates chaudes sur la table. Accueilli en grande pompe par le vice-ministre des Affaires étrangères chinois le jeudi 31 août, Patrice Talon effectue sa visite comme sur les chapeaux de roue. Selon la Nouvelle Tribune, le programme de sa visite de 3 jours est particulièrement alléchant. Pas de répit pour le président de la République, fait remarquer le quotidien de service public La Nation. Il s'est rendu au musée de l'école du Parti communiste chinois, ce musée qui porte en son sein une bonne partie de l'histoire de l'Empire du Milieu fondé le 13 mars 1933. C'est impressionnant de voir combien un outil central peut contribuer à travers le temps à la pensée, à l'efficacité et à la gouvernance pour porter la Chine là où elle est aujourd'hui. Cette école est une grande inspiration qui atteste de l'engagement des élites chinoises, aurait déclaré sur place Patrice Talon. Vont s'enchaîner par la suite des rencontres bipartites, des échanges avec les hauts dignitaires de l'Empire du Milieu, l'ouverture de la foire internationale du commerce des services de la Chine, la visite du siège du Fonds Chine-Afrique pour le développement. Après cette partie protocolaire, commenceront les choses sérieuses loin des oreilles indiscrètes, révèle la Nouvelle Tribune. Et les dossiers embarrassants ne manquent pas, en commençant par celui de la seconde phase du pipeline Bénin-Niger. En effet, le coup d'État perpétré au Niger et la position du président Patrice Talon vient rebattre les cartes en ce qui concerne la seconde phase de ce projet. La Nouvelle Tribune rapporte qu'au départ, les autorités nigériennes et chinoises avaient envisagé de construire un oléoduc reliant les gisements d'Agadem à celui du Tchad-Cameroun déjà existant et parfaitement fonctionnel. Mais les questions sécuritaires ont grandement fait pencher la balance vers le Bénin. En tout cas, la Chine, c'est un modèle pour Patrice Talon. Ce pays m'inspire, disait-il le 5 mars dernier sur une chaîne de télévision française comme le rapporte RFI. De son propre aveu, le chef de l'État béninois est fasciné par le développement de la Chine, un pays qui l'inspire, rappelle Deutsche Welle. Selon ce site d'information, la Chine est devenue l'un des partenaires économiques les plus importants du Bénin, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et des infrastructures. Vague de coups d'État en Afrique, actuellement ça tremble dans certains palais et pour cause. Info Matin estime que ces derniers temps, le coup d'État vient généralement de si près que même les premiers faits annonciateurs sont quasiment indétectables. Un modus operandi qui tranche totalement avec ce qu'on avait eu l'habitude de voir au lendemain des indépendances en Afrique noire et un peu plus loin dans les décennies avant le fameux discours de la Baule. Pas de bruit de bottes, pas de manifestation de mécontentement visible dans les casernes, mais du jour au lendemain et quasiment sans effusion de sang, les militaires prennent non seulement le contrôle du palais, mais de la personne du président lui-même et de sa famille. C'est ce scénario qui est actuellement craint dans plusieurs capitales africaines, notamment celles dans lesquelles un pouvoir établi de longue date ou un régime passablement démocratique est en place. On a d'ailleurs observé au Cameroun voisin du Gabon et au Rwanda des mises à la retraite d'officiers supérieurs de l'armée et un redéploiement de ceux-ci dans l'autre. De là à penser qu'il s'agit de mesures préventives pour éviter l'effet de contamination, il n'y a qu'un pas. Et plus encore, peut-on dire que ce ne sont là que les seuls effets visibles des réactions préventives qui se mettent en place ces jours-ci dans les hautes sphères des régimes au pouvoir dans plusieurs pays pas très réputés pour tenir mordicus aux principes démocratiques, conclut le quotidien béninois. Chat échaudé craint l'eau froide, dit-on.
Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Matin libre. Après le putsch du 26 juillet 2023, Yahi demande la levée des sanctions au Niger. L'ancien président contre l'usage de la force et la fermeture des frontières. Le matinal. Rentrée scolaire 2023-2024. Les syndicats exigent la totalité des primes. Nous ne pouvons pas accepter le saucissonnage, dit Noël Chadaré. Le confrère de la matinée. Gestion des fédérations sportives au Bénin. Du saupoudrage à tous les niveaux. Une réforme totale s'impose. Info matin, fermeture de boutiques pour surenchère. Mise en garde, oui, mais le gaz d'abord. Merci à vous, cher Marcel Arossi, pour ce condensé de l'actualité relayé par les journaux au cours de la semaine. Place maintenant à la deuxième rubrique de l'émission, 7 jours au Bénin. L'Empire du Milieu a accueilli cette semaine Patrice Talon. Plusieurs accords de coopération ont été signés, ont été conclus. Patrice Talon, dont on connaît les talents de VRP, voyageur, représentant et placier, en a profité pour vendre la destination Bénin comme pôle d'attractivité en Afrique. Vous le date, maman? Oui, absolument. Alors, on sait déjà que le président Talon a placé la diplomatie économique au centre de sa politique étrangère. Alors, en allant en Chine, on l'a vu aller en France, on l'a vu aller aux Pays-Bas, donc on l'a vu aller en Europe, le vieux continent qui a pris encore un coup de vieux avec l'émergence de nouveaux pouvoirs, le basculement du centre de gravité du monde à l'Est et ce remaniement géopolitique qui fait que on a longtemps dit qu'on est en train d'accoucher d'un nouvel ordre mondial. Il est clairement en train de s'installer. On a vu la démonstration de force et la montée en puissance des BRICS il y a quelques jours avec l'adhésion de 6 nouveaux pays. Donc finalement, le chef de l'État ne fait que suivre cet état des choses et juste prendre le pouls finalement du monde en se pensant vers la Chine. Alors on sait que la Chine, deuxième puissance économique mondiale, mais quasiment la première parce que avec l'accélération notamment de la dédollarisation sous l'effet des sanctions prises contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine, alors on a vu que les BRICS également avaient cette dédollarisation au cœur de leur agenda. On va voir également que la puissance américaine va perdre également rapidement de son attrait puisque le dollar agit finalement comme une bulle spéculative, donc qui permet aux Américains d'enfler leur puissance et de faire beaucoup de planches à billets. Donc finalement, cette dédollarisation qui a été accélérée donc va permettre également la plus grande émergence de la Chine et son installation en tant que première puissance. Donc c'est tout à fait normal que, par souci de diversifier les partenariats et en regardant tel qu'il est l'état du monde, que le président de la République se tourne vers l'Asie, se tourne vers l'Est. Alors, on l'a dit, le président de la République également n'a pas manqué de faire montre de son admiration pour le modèle chinois. D'autant plus parce que Talon qui dit qu'il est fasciné par la Chine, le niveau de développement de la Chine. D'autant plus que l'essor de la Chine est parti d'une base industrielle, c'est-à-dire que pendant longtemps, la Chine a été l'industrie du monde. À la faveur d'un certain nombre de délocalisations, la Chine a joué le jeu de la mondialisation mieux que personne, et c'est ainsi que c'est tout à fait normal que le chef de l'État s'inspire du modèle chinois parce qu'il s'agit pour lui également d'attirer vers la Pascal Ansem à Gaoundé, ce voyage du chef de l'État vient renforcer et consolider l'axe Cotonou-Pékin, à souligner que c'est sa première visite à l'extérieur du pays, presque à la fin du congé gouvernemental. C'est un démarrage en trombe pour le président de la République. Évidemment, le président de la République n'a jamais manqué de souligner, de relever son attachement au modèle de développement de la Chine. Et nous le savons, ce n'est pas dû forcément aux récents faits qui ont cours dans plusieurs pays. C'est vrai, on ne peut analyser cette visite sans l'entrevoir dans une perspective géopolitique, mais je dirais plutôt que c'est plutôt le cœur qui va vers un autre cœur, parce que les relations entre la Chine et le Bénin, c'est plus de 50 ans de relations pluridimensionnelles, et vous savez, c'est d'abord une diplomatie culturelle. La Chine est une diplomatie d'abord culturelle. C'est par là que la Chine a gagné déjà le cœur du Bénin. On s'en souvient très bien, le premier centre culturel chinois
et dans l'Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est au Bénin que nous l'avons accueilli. Il y a l'Institut Confucius aussi à l'Université d'Abou-Calavi. Donc la Chine essaie de gagner le cœur d'abord à travers sa culture, et c'est quelque chose que le président de la République apprécie, parce que notre chef de l'État l'a dit également dès sa prise de fonction, il veut miser sur la culture, et il sait avec qui il peut avancer s'il veut miser sur la culture. C'est pas pour rien, c'est pas anodin sa visite à l'école du parti communiste chinois. C'est quand même un vaste héritage, c'était cette école-là, et on connaît l'attachement de Patrice Talon à tout ce qui est valeur culturelle. C'est également un partenaire de choix, un partenaire économique de choix. On connaît la Chine et son expansion économique qui a été spectaculaire. Il y a encore peut-être 2 siècles, la Chine était un peu plus, je dirais, opprimée. Mais aujourd'hui, la Chine, c'est un relèvement spectaculaire. Et nous avons vu un peu comment la Chine a pu croître en agissant sur des facteurs comme l'agriculture, l'industrie, des facteurs qui intéressent le chef de l'État, on le sait. La Chine est le premier exportateur et est un pays qui a une forte relation économique avec le Bénin. Côté infrastructure, côté agriculture, industrie, plusieurs entreprises chinoises au Bénin qui ont recruté près de 5000 Béninois déjà. Ouais, donc l'impact économique de la Chine au Bénin est dense et cela n'a rien à voir forcément avec les faits qui se déroulent actuellement. Toujours est-il que stratégiquement parlant, c'est aussi une manière de dire nous sommes attachés aux valeurs du vieux continent, mais nous savons qui est notre compagnon économique. Voilà. Nous sommes en diplomatie, c'est toujours bien d'avoir plusieurs partenaires. Pascal a évoqué la visite du chef de l'État à l'école du Parti communiste chinois. Pour la petite histoire, c'est une école qui a été fondée en 1933 par le comité central du PCC, le Parti communiste chinois. L'école du PCC se veut un centre d'excellence et de renforcement de capacités des fonctionnaires membres du parti et qui permet de former les dirigeants chinois qui exerceront des fonctions importantes en province ou au niveau national. Oui, alors il est intéressant effectivement qu'il se soit rendu dans cette école, puisqu'on a mis en avant effectivement la diplomatie économique, mais le volet politique est très extrêmement prégnant, puisqu'il y aura par ailleurs un tête-à-tête avec le président chinois Xi Jinping. On peut bien s'imaginer que un ensemble de sujets se rebroussaient, notamment l'instabilité que l'on observe à nos portes, au septentrion, à savoir dans la zone sahélienne, au niveau du point triple. Maintenant, effectivement, est-ce que pour autant on peut aller admirer le modèle chinois, on peut aller s'en inspirer, effectivement, on peut saluer les outils qui ont fait leur performance. Néanmoins, est-ce qu'il est applicable ici au Bénin, où déjà on a eu une réforme du système partisan qui a connu les difficultés d'implantation et d'acceptation qu'elle a connues, parce que c'est un modèle hyper centralisé de gouvernance, un grand pays qui est gouverné de façon hyper centralisée par le Parti communiste chinois, mais ça a son sens quand même, parce que c'est la politique qui irrigue tous les secteurs. Quand on sait que le chef de l'État est attaché à la réforme du système partisan, oui, et qu'il prône la consolidation du grand bloc politique, des partis d'envergure véritablement nationale et qui puissent réellement durer dans le temps. Mais on parle quand même d'un parti unique, alors que là, on a quand même 2 partis qui sont censés épouser des lignes idéologiques différentes. D'un côté, un parti progressiste, de l'autre, un parti libéral. Donc c'est quand même pas la même chose. Néanmoins, je disais que ça tout en faisant quelque peu contresens, ça fait quand même sens, parce que, lorsqu'on parle du Parti communiste chinois, on ne parle pas juste de gouvernance politique, on parle également de gouvernance économique. On sait à quel point tous les fleurons industriels chinois, sont contrôlés également en partie par le Parti communiste. C'est-à-dire qu'on a vu la façon, donc, des tycoons, comme Jack Ma, par exemple, ont fait l'objet d'un recadrage quand il un peu critiquait le Parti communiste chinois, la mainmise, finalement, du parti, sur l'ensemble des secteurs du pays, dont l'économie. Donc ça fait sens, parce que si on veut aller à l'école de la Chine, pas seulement à l'école politique, mais également observer la façon dont elle gère ses fleurons économiques, ça passe par le Parti communiste chinois. Donc ça a du sens dans cet aspect-là. Néanmoins, il ne s'agit pas de copier mot pour mot, et ça n'est plus possible dans le sens de l'histoire, disons. Le sens de l'histoire va plutôt vers une diversification que vers une centralisation. La Chine est encore un des derniers bastions dans ce monde qui met en péril d'ailleurs la théorie comme ça de la fin de l'histoire et de la victoire comme ça des régimes démocratiques libéraux dans le monde. Donc elle tient encore ce bastion-là, mais
On ne sait pas encore pour combien de temps, et je ne pense pas, c'est pas encore le sens de l'histoire, que ce soit imité. Ce qui est sûr, il sera question d'une copie intelligente du modèle. Une copie intelligente. Rien de surprenant, hein, cette visite, quand on sait que par le passé, on a observé le voyage de certains députés béninois, notamment de la mouvance présidentielle, qui sont allés faire des stages, suivre des ateliers en Chine, et toujours avec leur père du PCC. Bien sûr, la Chine est un partenaire de choix, je le disais tout à l'heure, et les différents déplacements que vous évoquez montrent combien le Bénin a intérêt à collaborer avec un pays du genre. Naturellement, je rejoins Oulda parce que il ne s'agit pas de copier et de le copier dans tous les sens. Non, il s'agit plutôt de voir ce qui inspire. C'est un pays qui l'inspire, mais ce sont en fait des réformes qui l'inspirent, des politiques qui l'inspirent. Il faut voir ce qui l'inspire et ce qu'il y a de positif, ce qui peut être implémenté au Bénin et peut permettre au Bénin d'amorcer un développement plus rapide. On connaît un peu les ambitions du chef de l'État, la zone économique qui est déjà en place et qui attend quand même beaucoup d'investisseurs. Et on le sait, le chef de l'État ne manquera pas de miser sur cette réalisation-là. Et on attend les Chinois sur ce chantier-là. Les députés qui y sont allés, ce n'est pas aussi en méconnaissance de tous ces projets-là pour lesquels nous attendons la participation de la Chine. Et il faut le dire, soyons honnêtes, soyons francs, la Chine aujourd'hui, on le dit souvent, tout pays, toute grande puissance a son intérêt en jeu. Et quel que soit ce qu'elle fait, elle a toujours son intérêt en jeu. Mais la Chine aujourd'hui s'avère être le partenaire le plus efficace avec l'Afrique. Je dis le plus efficace parce que je parle d'action concrète. En termes d'action concrète, d'employabilité, de transmission de la technologie. Vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de Béninois qui vont en stage et dans des grandes entreprises comme Huawei. Il y a je dirais une grande collaboration entre Huawei et Semcity ici, où beaucoup de jeunes sont formés à la technologie, au numérique, et on connaît aussi l'attachement du chef de l'État pour le numérique, les nouveaux métiers. Donc c'est, comme je le disais, un cœur qui va retrouver un autre cœur. Voilà. On vous aura compris. Que va gagner le Bénin au lendemain de ce voyage de Patrice Talon? De façon concrète. Oui, la concrétisation d'un certain nombre d'accords. On a parlé de transfert de compétences, comme le disait Pascal. On a parlé d'investissement direct étranger parce que la puissance chinoise a énormément de devises, énormément de cash, donc la possibilité d'investir. Ce que, quoi qu'il en soit, les puissances, certaines puissances occidentales, notamment européennes, ont moins aujourd'hui à cause de la montée en puissance, encore une fois, des fleurons asiatiques. Vous avez également l'implantation ici, au niveau de la GDIZ, d'un certain nombre d'entreprises chinoises, et également la création d'emplois, puisque c'est ce que nous voulons tous ici. Il faudra ensuite que le pays apprenne en termes de compétitivité, mais au-delà de l'aspect purement industriel, il y a aussi le fait qu'après un certain nombre d'années, on a vu avec Huawei, que Pascal vient de nommer, on a vu que les Chinois sont finalement en train de tirer la pince, en train de tenir en échec les États-Unis dans cette compétition technologique. Donc il y a aussi des choses là à apporter, pas seulement au niveau de la GDIZ, mais également dans le tertiaire, dans cette industrie de pointe également. On a parlé également notamment de la formation à la production de véhicules électriques. Mais il y a également la question politique qui est importante avec le problème du pipeline Niger-Bénin, dont la concrétisation qui devait être opérationnelle à la fin de cette année. La question est, étant donné les projet qui a du plomb dans l'aile, du plomb dans l'aile, enfin pas de façon pragmatique, simplement de façon spéculative, parce qu'en réalité, on se doute bien que les autorités militaires au Niger n'ont pas grand choix que de passer par le Bénin, puisque le projet est déjà finalisé, qu'au nom de la continuité de l'État, il y a également un certain nombre d'accords qui les contraignent. Donc, c'est juste de la spéculation, c'est juste du bavardage et certainement une certaine forme d'agitation. Votre optimisme me séduit. On va finir rapidement avec le sujet. Alors, Pascal Ansem-Aguéoundé, les gains que peut espérer le Bénin de ce voyage? Voilà, Oulda a quand même listé la majorité des avantages de ce voyage-là. Et je voudrais quand même revenir sur la question politique qui me semble vraiment très importante avec ce qui se passe actuellement au Niger. On a vu quand même le chef de l'État lui-même, à sa prise de fonction, renoncer à un projet de réseau ferroviaire qui était déjà en place, en cours avant lui. Et donc, rien n'est impossible.
Toujours est-il qu'il faut quand même commencer à anticiper sur les probables résistances qu'il y aurait par rapport à ce projet-là, qui a coûté des milliards, parce que nous savons que le projet est fin prêt. Et il y a encore de cela à peine 2 mois ou 3, un ministre nigérien était arrivé sur le sol béninois à Sémé pour constater quand même les travaux de finition. Alors je pense que il était même dit qu'en octobre, il y aurait peut-être déjà les premières activités par rapport au démarrage de ce projet-là. Et voilà que cet événement survient, alors que c'est un projet, vous le savez, quand on parle de prix de pétrole, on parle de milliards, on parle de beaucoup d'argent et on parle de beaucoup d'autres choses. Donc c'est un projet de grand intérêt pour la Chine. C'est le moment pour le chef de l'État d'en discuter également avec son homologue. Alors par rapport à ma question, ce qu'on peut espérer, bien sûr, pour nous, on peut espérer beaucoup de choses, notamment dans le secteur de l'agriculture déjà. L'agriculture aujourd'hui qui est un secteur prioritaire pour le Bénin, et l'agriculture qui est un secteur sur lequel la Chine a pu compter pour son développement. Et il y aura naturellement une transmission des techniques nouvelles d'agriculture, une transmission par rapport à tout ce qui relève du secteur industriel, parce que le Bénin est en train d'aller fortement vers une option industrielle aujourd'hui, et une transmission également par rapport à tout ce qui relève du secteur tertiaire. Je pense que c'est agir sur ces 3 secteurs en même temps. Le chef de l'État, il va pouvoir agir sur ces 3 secteurs en même temps, voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le capital humain lui-même soit renforcé, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on dit souvent il y a de richesse que d'hommes. Il faut déjà que le capital humain soit renforcé, que ensuite on puisse trouver comment nouer des partenariats qui permettent au pays de pouvoir aller vers de plus grands défis, vers de plus grandes ambitions, et c'est à travers ces accords-là qui seront signés. On parle de plus d'une 15aine d'accords. Voilà. Nous sommes tenus par le temps. Intéressons-nous maintenant à l'actualité au Gabon et aux États-Unis. C'est dans la rubrique Interactu. Et je reste avec vous, Pascal Ansema-Geoundé. Brice Oligui Nguema est le nouvel homme fort du Gabon. À la tête d'une junte militaire, il a réussi à renverser le président Ali Bongo au lendemain de la proclamation des résultats d'une élection présidentielle très controversée, mettant ainsi fin à 56 ans du règne de la dynastie Bongo. Les coups d'État ne sont pas à promouvoir dans un État démocratique, mais le contexte du putsch gabonais est bien différent des précédents et semble présenter des spécificités. Alors, je pense que chaque contexte de coup d'État présente des spécificités. Et qu'on le veuille ou non, on se rend compte que c'est peut-être un ras-le-bol qui est beaucoup plus poussé par des événements qui permettent à des personnes qui avaient des ambitions peut-être déjà enfouies de les ressortir aujourd'hui et de se dire la chose est possible. On a vu faire ailleurs, donc c'est possible, ça peut se faire. C'est comme un effet d'entraînement. Exactement. C'est un effet d'entraînement qui agit quand même sur des antécédents, parce que ce n'est pas l'envie de le faire qui manquait, mais c'était peut-être les risques à le faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui l'ont fait et sans conséquence. Et quand la junte voit que c'est devenu un gâteau qu'on peut se partager facilement, c'est normal qu'on réagisse. Mais je voudrais qu'au-delà de cela, que nous voyons un peu derrière la ligne idéologique qui sous-tend tous ces mouvements, tous ces coups d'État. On parle de relations France-Afrique, on parle de plusieurs années de colonialisme qui se poursuit encore, un colonialisme qui se poursuit de façon voilée encore jusqu'à aujourd'hui. Mais en effet, on parle moins souvent du sentiment un peu rétrograde que nous avons. Il y a un sentiment rétrograde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous restons encore dans un fantasme qui n'est pas forcément faux, dans un fantasme de colonialisme, d'impérialisme occidental, alors même que nous avons chez nous-mêmes, avec nous, les ressources de nous en sortir, et nous avons avec nous les personnes qui font en sorte que cet impérialisme-là continue en fait. Pour moi, la question, ce n'est pas la France. La question, c'est nous-mêmes en fait. C'est nous-mêmes. Qu'est-ce que nous priorisons dans nos relations avec la France? La question, c'est nous-mêmes. Ce qu'on reproche souvent aux juntes militaires qui prennent le pouvoir, ce sont les transitions kilométriques, les transitions rallonges. Pourquoi ne pas accélérer le processus afin d'organiser dans un bref délai un scrutin présidentiel pour que le peuple puisse réellement choisir son vrai président? Oui, d'autant plus que le coup d'État est intervenu quelques heures après la proclamation définitive, officielle, des résultats du scrutin présidentiel
présidentielle qui s'est déroulée les week-ends passés et dont le dépouillement a été élongé pour une durée assez importante. Alors, un scrutin qui est clairement peu crédible. Alors, tout ça, ce que ça m'évoque, c'est cette phrase d'Antonio Gramsci qui dit « L'ancien monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». Donc l'ancien monde se meurt, c'est ce monde où finalement les peuples n'ont pas voix au chapitre, ce monde où d'ensemble d'accords léonins, lorsque on a des ressources, mais lorsque l'exploitation de ces ressources et leur vente sur les marchés internationaux ne reviennent pas aux populations, lorsqu'une part infime revient au budget de l'État et que sur cette part qui revient au budget de l'État, on a des rétrocommissions qui font que on n'a que finalement des miettes qui reviennent à la population. On a également l'exemple patent, un cas d'école de scrutin volé, de scrutin confisqué, où on a l'organisation par des potentats d'élections, de scrutins factices, de mascarades, qui permet de légitimer des pouvoirs faux, des pouvoirs qui sont acquis par la force. Oui, mais donc finalement, vous avez... Oui. Le putsch est-il vraiment la solution? Non, mais est-ce que c'est là la question? Évidemment que ce n'est pas la solution. Ça n'est pas la solution. Mais finalement, vous voyez que, d'autant plus qu'ici, on a finalement l'avancement, on a un doute finalement sur est-ce que la vraie question pour les Gabonais, c'est est-ce que ce sera porteur de changement? Parce que c'est ça qu'on est censé vendre, c'est le changement. Est-ce que ce sera mieux pour eux? La réalité, c'est que parfois, pourquoi je parle de monstres, c'est que on a un agenda caché, un agenda mafieux, parfois un agenda crapuleux, parce que lorsqu'on observe bien les choses, on voit que c'est toujours la même famille finalement qui règle ses comptes. Est-ce qu'on a plutôt affaire à une révolution de palais? Est-ce qu'on a plutôt affaire à un changement de chaise musicale, un règlement de compte au sein d'un clan? Donc voilà des individus qui se déplacent finalement, mais toujours une endogamie, toujours au sein d'un même clan et pas vraiment une ouverture et une garantie que les individus, les Gabonais, pourront faire valoir leur destin individuel à travers réellement un investissement dans le capital humain, la santé, l'éducation notamment, et puis leur destin collectif. L'impression que on gouverne vraiment notre pays, qu'on préside vraiment avec notre voix aux destinées de notre pays par la souveraineté. Donc ça n'est pas encore certain. Si ça l'était d'ailleurs, un des indices qui montre cela, comme vous l'avez dit, par ailleurs, vous l'avez évoqué dans votre question, c'est que, on aurait repris les procès-verbaux, puisqu'on vient d'avoir une élection. On aurait repris les procès-verbaux. Ils sont là, ils sont tout frais. Donc, on aurait à nouveau dépouillé. On aurait, donc, repris ce processus-là qui nous aurait permis de distinguer, un élu, quelqu'un qui aurait été choisi par le peuple, puisqu'on se dit le comité de transition et de restauration des institutions. Donc s'il fallait faire respecter les institutions, c'était le moment le plus choisi, et non pas confisquer le pouvoir par la force. Donc finalement, un ensemble d'éléments qui jettent un discrédit sur les intentions en réalité justement, de Pascal ce comité. Plusieurs cadres de l'administration gabonaise, les pro-Bongo, ont été mis aux arrêts. Ali Bongo qui appelle à faire du bruit. Ce choix de la langue anglaise pour s'exprimer est-il illustrateur de son profond désamour avec la France, quand on sait que récemment le Gabon est désormais membre de la Commonwealth? Bien sûr, mais c'est peut-être aussi une manière de se faire entendre beaucoup plus loin. Vous savez, l'anglais, c'est quand même la première langue au monde, mais c'est peut-être aussi une façon de dire, de lancer un appel à cette nouvelle communauté-là, sans pour autant rejeter, parce que vous savez, tout près du Gabon, il y a des pays francophones. Et les premiers pays qui pourraient intervenir, c'est d'abord les pays qui sont tout près. Il faut qu'on s'en rende compte, parce que s'il attend de l'aide qui vient de très loin, ça va forcément être beaucoup plus compliqué. Les premiers pays qui peuvent intervenir, c'est les pays qui sont proches. Il y a beaucoup de pays francophones. Je pense que c'est juste une manière de se faire entendre plus loin. Et surtout de faire un cri d'appel à cette nouvelle communauté-là, à laquelle le Gabon appartient. Et au-delà, le président, il est d'une façon ou d'une autre pris à son piège. On le voit supplier, mendier presque l'aide du monde entier. Et on le voit dans une posture qui n'élève pas l'Afrique, une fois encore. Et c'est tout cela qui me désole, parce que une fois encore, nous nous mettons de la honte dessus.
Nous nous mettons de la honte, nous-mêmes nous infligeons de la honte dessus nous-mêmes, et pour des raisons peut-être pas vraiment nobles, parce que comme l'a dit Hulda, il y a peut-être des intentions cachées derrière tout cela. Ce n'est pas forcément un cri démocratique. La preuve, c'est vraiment que on s'en fiche pas mal de ce que les élections ont vraiment donné. Il faut juste enlever l'homme, il faut juste en finir avec peut-être une dynastie, avec une famille, on s'en arrête là. Le reste, on sait qu'il n'y aura pas de représailles. Donc c'est pourquoi je disais tantôt que c'est parce que c'est voyant un peu ce qui se passe autour et que la chose était possible sans qu'il y ait de représailles. Il y a des personnes qui avaient peut-être des ambitions enfouies, mais qui se sont dit, mais alors, on peut tenter notre coup, on peut le faire sans qu'il y ait de représailles, et c'est ce à quoi on assiste malheureusement, et j'espère que la mayonnaise ne va pas continuer à prendre dans d'autres pays. Et vous voyez des pays comme le Niger, on dirait pas qu'au Niger il y a eu plusieurs mandats successifs, pas du tout. Ce n'est qu'au premier mandat, il n'a même pas encore la moitié de son mandat. Donc ce n'est pas forcément pour une question d'extension de mandat que la chose se passe aujourd'hui, mais ça a pris un peu comme, je veux dire, une poudre et qui est saupoudrée un peu partout, et puis il y a comme un regain de confiance au niveau de la junte, au niveau de l'armée dans nos différents pays africains, et il faut craindre que cela ne devienne vraiment un mal qui prenne de l'ampleur et qui attaque même les pays qui paraissent les plus quand même, je dirais, démocratiques. Et stables. Et stable. Alors, Hulda Maman, pour vous qui êtes spécialiste des questions internationales, plusieurs théories tentent d'expliquer ce coup d'État. J'en ai retenu 3. 1. Le général Oligui étant un proche parent d'Ali Bongo, il s'agirait d'un faux coup d'État afin d'en empêcher un vrai. 2. Il s'agirait d'un coup d'État orchestré par la France pour évincer Ali Bongo. 3. Il s'agirait réellement d'un coup d'État en réponse à l'aspiration du peuple gabonais de voir enfin souffler un nouveau vent. Alors, je n'ai pas de boule de cristal et en général, j'essaie de prendre du recul sur les choses avant de me prononcer, mais j'élimine d'emblée l'hypothèse 1 et 3. Je ne vois pas effectivement Ali Bongo, la une, parce que je ne le vois pas, comme l'a dit Pascal, volontairement se mettre dans la posture humiliante dans laquelle on l'a vu lorsqu'il a appelé en anglais ses partenaires, ses soutiens à faire du bruit à plusieurs reprises avec un geste de la main, vraiment un langage corporel qui renvoyait à la posture vraiment de la demande, voire de la quémande. Donc je ne le vois pas se mettre volontairement dans cette position extrêmement humiliante. Ensuite, la troisième possibilité, disons que ce serait un coup d'État populaire, certes. Dans la rue, on a vu les Gabonais se réjouir, voire exulter, parce que, on peut pas leur en vouloir. 40% de chômage, 37% de chômage, 40% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, alors que la manne pétrolière est là, alors qu'il y a du bois, alors qu'il y a des minerais. On peut pas leur en vouloir. Néanmoins, ont-ils raison pour autant? Néanmoins, quels sont les indicateurs de ce que, le général Nguema, poursuit une ligne idéologique souverainiste? On n'en a pour l'instant aucune, c'est plutôt un chouchou du régime. Donc, a priori, je penserais plutôt pour des règlements de compte en interne au clan Bongo. On sait que depuis 2009, la solidité, la solidarité du clan, s'est étiolée depuis la mort du patriarche, effectivement, qui a montré les divisions, révélé les divisions, et puis le leadership questionnable d'Ali Bongo. On a vu une distance qui a été prise entre Pascaline, l'ancienne chef de cabinet d'Obar Bongo, et puis Ali Bongo, son ancien ministre de la Défense. Une rivalité à mort sur le partage des ressources, sur le partage du pouvoir. On a vu la montée en puissance au sein du clan de l'épouse d'Ali Bongo et également de son fils que l'on voyait, dont on anticipait une candidature prochaine. Donc finalement, on a tous ces remous-là qui me semblent davantage crédibles. Après, l'hypothèse, peut-être qu'une puissance aurait été mise au courant, qu'une puissance aurait peut-être été laissée faire, ou aurait été bienveillante vis-à-vis d'un tel scénario. Je ne sais pas, ça se verra par la suite, dans les partenariats qui seront noués, dans les partenariats qui seront dénoués, dans les accords léonins qui seront rectifiés à la faveur pour le peuple gabonais. Tout ça se dénouera par la suite dans le concret. On pourra lire les actions et la vision de ceux
qui désormais tiennent les rênes du pouvoir dans les décisions qu'ils prennent. Pour certains observateurs et analystes politiques, les civils et intellectuels auraient montré leurs limites en ce qui concerne la défense des acquis démocratiques. Est-ce pour autant qu'il faut recourir à la force pour sauver les peuples? Pas du tout. Recourir à la force, on le dit, c'est le dernier recours. Et même dans notre constitution béninoise, c'est clairement écrit. Et lorsqu'on sent que le fonctionnement des institutions est menacé, chaque citoyen doit se porter garant de cet équilibre démocratique. Mais recourir à la force pour rétablir peut-être une justice sociale, cela s'entend très mal. Parce que rétablir une justice sociale en recourant à la force, vous créez encore plus d'injustice sociale. La preuve, ce n'est pas comme si les pays qui aujourd'hui sont dirigés par des juntes avaient vu leur situation s'améliorer outre mesure. Et je pense même aux pays du Sahel, quand on parle de terrorisme et autres, le Burkina Faso a enregistré plus de morts dernièrement que par le passé. Donc on ne dira pas que c'est forcément une amélioration dans la gestion et dans la gouvernance politique, mais je pense que c'est juste peut-être une action, un ras-le-bol, et simplement pour se défaire peut-être d'une tête qui ne plaît plus, ou peut-être d'une famille qui ne plaît plus, et derrière, peut-être bien des soupçons le manque de confiance et de confiance perdue à l'égard d'un dirigeant qui peut-être tente d'en faire de trop. Toujours est-il que l'usage de la force n'est pas du tout la voie la meilleure pour établir la justice sociale. Je préfère, je l'ai toujours dit, et c'est ma foi, c'est ma conviction, quand vous en avez assez, quand vous pensez que le dirigeant n'a plus rien à vous apporter, laissez-le finir son mandat et choisissez qui vous voulez choisir. Maintenant, quand vous l'avez choisi et que les résultats des urnes ne confirment pas vos choix, on comprend dans une moindre mesure qu'il y ait un peu de remue-ménage. Mais couper un mandat en plein exercice, ce n'est pas un bon recours. Comme vous le dites si bien, on observe souvent une certaine désillusion après l'euphorie, la liesse, juste après ces fameux coups d'État. Oui, absolument. Alors, la réponse n'est pas moins de démocratie, la réponse c'est plus de démocratie. La réponse c'est la vraie démocratie. Parce qu'en réalité, depuis 30 ans, depuis l'ouverture politique de nos systèmes au multipartisme, depuis l'ère des transitions, la fin des coups d'État et des partis uniques, on n'a pas eu de réelle démocratie. En réalité, à la manière de ce qu'on a observé au Gabon, on a eu des scrutins truqués, on n'a pas permis réellement aux contre-pouvoirs de s'exprimer, de jouer leur rôle. On a eu des élections, là aussi, on a eu des libertés individuelles et collectives, donc la liberté d'expression, la liberté d'association qui ont été brimées, l'espace des libertés qui s'est considérablement réduit. On a également le problème d'une démocratie finalement où l'on s'exprime tous les 5 ans et entre-temps, on n'a pas de façon de valider, de montrer la façon dont on peut valider ou bien désavouer l'action de l'exécutif. Donc on a à réfléchir sur nos systèmes, mais en réalité, personne ne veut que l'on confisque sa voix. Personne ne veut ne pas avoir son mot à dire sur la destinée d'un pays. Donc tout le monde en réalité aime la démocratie. Le procès de la démocratie, en réalité, c'est un faux procès. C'est pas un procès contre la démocratie. C'est un procès en réalité contre la malgouvernance, c'est un procès contre l'insécurité, c'est un procès contre la malgouvernance essentiellement. Donc en réalité, il faut plus de démocratie, la réelle démocratie, et non pas moins de démocratie. Donc c'est vraiment l'enjeu de repenser nos systèmes et aussi de déconstruire l'idée très à la mode selon laquelle la démocratie est quelque chose qui aurait été complètement importé de la part de l'extérieur, ce qui n'est pas vrai, parce qu'on se rappelle que au cours des années 90, certes, on crédite le discours de la Baule du président Mitterrand d'alors d'avoir comme ça favorisé l'émergence du multipartisme en Afrique. Néanmoins, on oublie souvent qu'elle avait été d'abord le fruit d'une mobilisation impressionnante, massive et importante de la part des syndicats, de la part des associations, de la part des étudiants, qui ont demandé par le bas réellement ces changements structurels politiques importants, et que à la faveur de la chute du mur de Berlin, tout a été possible parce que les
les régimes qui étaient soutenus par l'URSS ont été obligés de penser vers l'Ouest et vers la démocratie libérale. Mais c'était d'abord une demande par le bas. Donc l'idée que c'est quelque chose qui nous a été imposé de façon exogène et que pour rectifier cette histoire comme ça, notre destinée qu'on nous a volée, eh bien il faudrait se débarrasser, faire table rase de la démocratie, je pense que c'est quelque chose qu'il faut combattre, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire et qui ne correspond pas à la réalité. Oui, Pascal, oui. L'autre paradoxe également, il faut voir déjà dans les transitions longues et qui sont difficilement, je dirais, laissées, il faut voir déjà des germes de confiscation de pouvoir. Parce que quand vous arrivez, vous voulez rétablir l'ordre, vous voulez rétablir la justice, vous ne pouvez pas le faire en mettant de côté la démocratie et en pensant à rétablir tout de suite l'ordre constitutionnel. Mais on voit aujourd'hui des transitions qui n'en finissent pas. Et très souvent, quand la junte prend le pouvoir, elle peut peut-être projeter une transition sur 1 an, 2 ans, mais à la réalité, c'est autre chose en fait, c'est autre chose. Et on se rend compte de ce que, durant toute cette transition, ce qui a importé, c'est la sécurité. C'est la question sécuritaire, telle alliance avec tel autre, pour gérer la sécurité dans tel domaine. Mais en fait, la gouvernance elle-même n'est pas impactée. Pas du tout. Alors, c'est le dernier des soucis. La gouvernance, la création de la richesse, la création de l'emploi. On ne dira pas que c'est les différentes juntes actuellement au pouvoir, ils sont en train de réfléchir dans ce sens-là. C'est des discours forts, juste pour montrer qu'on veut se débarrasser d'un certain impérialisme. Et c'est des discours sécuritaires tout le temps. Mais on ne parle plus du tout de développement, en fait. Alors, ce qui est curieux dans le cas gabonais, la junte a dissous les institutions de la République, mais cette même junte dit vouloir prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Effectivement. N'est-ce pas un paradoxe? Oui, voilà. C'est antinomique. Oui, voilà un des contresens que nous montre ce comité de transition, de restauration des institutions, de quelles institutions il s'agit, comment est-ce qu'on restaure les institutions, comment est-ce qu'on organise. Eh bien, c'est un peu flou. Et encore une fois, juger un processus, c'est d'abord juger la crédibilité des acteurs. Quelle est la crédibilité de ces acteurs aujourd'hui? Ce sont des gens qui font partie de la garde prétorienne, qui ont été chouchoutés par le régime depuis le départ. On a une grande au Gabon, un système vraiment qui fonctionne de façon endogame, où le patriarche a étendu son réseau avec des alliances, avec énormément de compagnes, des enfants parfois adoptifs. Donc vous avez réellement un clan assez étendu, mais qui quand même, eh bien, dans ces limites-là, le pouvoir et les ressources ne dépassent pas, c'est pas quelque chose qui est poreux. Donc vous avez quand même quelque chose d'assez imperméable. Donc quelqu'un comme ça qui a été nourri au lait du système pendant si longtemps et à la tête d'une garde également qu'il a été, c'est difficile encore une fois de croire en la crédibilité, d'apporter du crédit à ce projet qu'on nous présente comme étant un projet révolutionnaire, comme étant un projet destiné à faire justice aux aspirations du peuple gabonais. Moi je suis extrêmement sceptique. Néanmoins, encore une fois, il est difficile de regretter la dynastie Bongo en tant que telle. Je pense qu'on est dans cette période où tout est possible. Vous savez, lorsque l'on lance les dés quand on joue, on dit rien ne va plus. On est dans cette période où rien ne va plus. On est dans un clair-obscur où on attend de voir de quoi va accoucher ce processus qui est en gestation, parce qu'il y a clairement un harmattan, soit un printemps qui souffle sur les peuples africains. Reste à voir si c'est un harmattan ou si c'est un printemps. Alors, je reste avec vous pour aborder l'actualité aux États-Unis. La date du procès de Donald Trump est désormais connue. Il s'agit du 4 mars 2024. Il sera jugé pour avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection de 2020 qu'il a perdu. Absolument. Alors, les preuves sont là concernant l'implication de l'ancien président Donald Trump dans ce qui a été ce spectacle absolument effarant et désolant du 6 janvier 2021, où on a vu une horde de partisans du candidat démocrate envahir comme ça le Capitole avec des déguisements loufoques, en séquestrant des élus du Congrès, en prenant d'assaut et en cassant, en dégradant le temps
temple de la démocratie. Dans un pays de grande démocratie. De grande démocratie. Alors justement, on a les enjeux internes. On sait, il s'agit de la présidentielle et bien de novembre 2024. Il s'agit de savoir, pour Trump, il voulait repousser le procès pour avoir la possibilité de se présenter, pour se présentant, avoir les chances de gagner, remporter une immunité et comme ça, prévenir toute condamnation. Simplement, il n'en a pas été ainsi. Donc ça, c'est en interne, mais en externe, il est important que les États-Unis jugent cette situation parce que le reste du monde regarde. On parlait de démocratie, on en a beaucoup parlé au cours de cet entretien. Là aussi, on a parlé des causes internes qui font en sorte que ce procès contre la malgouvernance, contre ce procès également, est-ce que la démocratie est vraiment la forme de régime la plus performante devant nos impératifs de développement, notamment face au modèle chinois, mais on a également le fait que on a ces apôtres de la démocratie qui sont aujourd'hui les pires VRP de la démocratie. Aujourd'hui, quand on voit la façon dont effectivement les États-Unis ont géré la question, le climat sociopolitique et le problème du Capitole le 6 janvier 2021 et que depuis 3 ans, plus de 3 ans maintenant, Donald Trump n'a pas été jugé, la façon dont il a joué la montre, ça discrédite totalement l'hégémone américain. Un hégémone dans un système international, en relations internationales, c'est un catalyseur de normes. C'est-à-dire que, en vertu de sa puissance, c'est celui qui emmène le reste des États, le reste des systèmes vers un système donné, vers certaines normes. Donc aujourd'hui, la crédibilité des États-Unis est entamée et c'est ce qui, en partie, entame la crédibilité des systèmes démocratiques. En somme, la démocratie est toujours une quête. C'est toujours une quête, c'est plus un chemin qu'une destination. Je vais revenir à vous, oui. Pascal Ansé-Maguéoundé, c'est un coup de massue pour le tonitruant Donald Trump. Ce procès interviendra en plein milieu de la campagne électorale alors qu'on sait qu'il ambitionne de revenir à la Maison-Blanche. Bien sûr, et il ne s'empêche pas de le dire. Il voit dans ce procès déjà, et dans les différentes tentatives dans plusieurs États, une manière pour le gouvernement en place de salir un peu sa campagne et de le retarder un peu, de jeter du discrédit sur sa personne. C'est de bonne guerre, ça se comprend. Ce qu'il dit, ça se comprend tout à fait. Mais les faits également sont là. Et c'est là que je pense que ce qui arrive aux États-Unis nous donne encore la preuve que la démocratie n'est pas un système parfait, mais c'est un système vers lequel on peut tendre. Parce que vous voyez encore une fois que la démocratie, c'est la force des institutions. Les hommes ne sont pas plus puissants que les institutions. Les institutions sont toujours plus fortes, quel que soit ce qui se passe, l'argent, le pouvoir économique que vous pourriez avoir, même le pouvoir politique. Ici, on dit quand vous êtes chef de l'État, mais vous êtes tout. Vous êtes au-dessus de tout. Mais une fois encore, vous voyez que déjà qu'aux États-Unis, même un président en plein exercice peut se voir encore traîner devant la justice. Voilà. Donc, c'est pour dire que quand les institutions sont fortes et que vous avez une démocratie bien assise, vous ne faites qu'en jouer, en fait. C'est vrai, la démocratie n'est pas parfaite. Il y aura toujours des accords politiques. Il y aura toujours des manières de faire durer le suspense, un peu comme le disait Hulda, de faire durer peut-être le procès. Il y a toujours de ces voies-là. Mais n'oublions pas également qu'on est au pénal. Et au pénal, on ne se presse pas pour juger au pénal. Il faut prendre son temps, il faut faire les enquêtes. Et c'est normal. On a même vu des affaires concernant des civils durer des années. Parce qu'au pénal, on dit la loi pénale d'application stricte. Et pour cela, on ne peut pas se hâter de juger quelqu'un au pénal, encore que c'est quand même un chef d'État, il faut prendre toutes les précautions qu'il faut. Et imaginez-vous, si cela avait été la première affaire de Joe Biden, on aurait dit que c'est un règlement de compte automatiquement parce qu'on va dire qu'il a pris le pouvoir. Et ce qu'il a voulu faire, c'est d'abord en finir avec celui qui prétend revenir prendre, celui qui prétend même avoir été spolié, parce que c'est lui qui le disait au départ, il disait qu'il avait été spolié, qu'on lui avait volé des voix ici et là. Et au constat, on se rend compte que c'est lui qui était plutôt l'artisan voilà. Merci à vous. Nous allons boucler la boucle avec la dernière rubrique de l'émission, les potins de la toile. Hulda Maman, c'est Ali Bongo qui demande de faire du bruit. Mais pourquoi un simple baiser fait-il si tant de bruit? Oui, beaucoup de bruit malheureusement parce que la question a été mal gérée, très mal gérée. Il faut quand même rappeler que l'équipe féminine d'Espagne a remporté la Coupe du Monde de football. C'est quelque chose qu'on oublie complètement, qui est noyé dans ce scandale-là. Alors il faut dire, il y a eu ce baiser volé. Peut-être que Luis Rubiales a exulté de joie à embrasser une joueuse. Elle dit ensuite qu'elle n'était pas consentante. Pourquoi ne pas s'arrêter là ?
pourquoi ne pas dire, eh bien, soit, excusez-moi, et puis ça se serait arrêté là, pardon. Alors, monter ça en épingle, aller devant les représentants de la fédération espagnole, dire que c'était consenti, dire qu'on va apporter des preuves, et puis après, étant donné qu'on est dans un contexte électoral également en Espagne, le Premier ministre espagnol qui est en difficulté commence à monter sur ses grands chevaux et à parler, eh bien, en tout cas, dans un autre contexte d'agression sexuelle, parce que il faut dire qu'aussi, c'est particulier, l'Espagne a longtemps été un très très mauvais élève en matière de protection des droits des femmes. Un bilan catastrophique, il y a encore 10 ans, c'était un des pays où les femmes étaient les plus maltraitées au monde. Donc, ils ont voulu prendre le contre-pied de cela et ont engagé des réformes extrêmement novatrices. Ils ont été les premiers à implémenter, à voter des lois extrêmement progressistes en la matière. Donc, ils sont à féliciter en la matière. Néanmoins, on voit que chacun a son petit agenda, que tout ça a été monté en épingle et que les acteurs ont manqué de sagesse, surtout M. Rubiales, qui aurait dû simplement s'excuser. On vous dit qu'on n'était pas d'accord. Au nom de quoi diriez-vous que si c'était consenti? Donc voilà, là où on est aujourd'hui, l'entêtement d'un homme qui l'a conduit là où ça le conduit aujourd'hui. Il a été suspendu par la FIFA. Donc finalement, plus il se justifie, plus il s'accuse. Donc réellement, je pense que par humilité et par sagesse, parfois, eh bien, il faut simplement donner crédit à la personne qui est en face de vous. Voilà. L'équipe féminine de football de l'Espagne qui a remporté la Coupe du Monde du foot féminin, dans l'euphorie, le président de la fédération de foot qui embrasse l'une des joueuses. Est-ce vraiment un cas d'agression sexuelle à votre avis? Bien sûr, à partir du moment où celle qui a été embrassée dit qu'elle n'a pas consenti, l'agression est là. Ça ne se discute pas. Mais c'est voir un peu le contexte et c'est vraiment dommage de voir un peu l'allure et l'envergure que, je dirais, un acte, ce n'est pas excusable, mais un acte si bénin qui paraissait si bénin, l'envergure que cela a pris. Juste parce que, oui, justement, un homme a voulu s'entêter, il a voulu faire son macho encore une fois. Voilà, et je l'ai fait parce je pense qu'elle était consentante et tout. Mais je pense qu'il aurait juste fallu peut-être s'excuser rapidement parce qu'on comprend un peu que dans l'euphorie là, qu'il ait pu perdre un peu les pédales, ce qui est très grave déjà. Ce qui est très grave. Vous savez, aujourd'hui en football, c'est un danger qui guette tous les acteurs de foot. Avec la montée en puissance du football féminin, il y aura beaucoup d'infractions liées aux gens. Beaucoup d'infractions liées aux gens. Vous voyez par exemple un entraîneur qui fait sortir un joueur, a l'habitude de tapoter les fesses de son joueur. On le voit très très bien en Première Ligue et dans les autres championnats, grands championnats. Mais aujourd'hui, il faut avoir de la retenue. Quelqu'un comme Hervé Renard qui a entraîné des hommes et qui maintenant se retrouve avec des femmes, il doit avoir de la retenue, même dans le langage, dans les gestes, dans la gestuelle et tout. Et ça va appeler beaucoup d'efforts. Donc, il faudrait déjà que tout le monde en soit conscient et que surtout les acteurs du football, je parle des dirigeants, fédérations, entraîneurs et tout le staff, et qui se disent qu'aujourd'hui, ils doivent beaucoup plus faire attention, non seulement à leurs gestes, mais également à leurs actes, à leurs paroles, à l'égard des femmes. Et s'excuser quand il en a besoin, il faut s'excuser simplement et pouvoir dire faire amende honorable et de présenter ses excuses de façon officielle. Peut-être que cette affaire aurait pris une tournure tout autre s'il l'avait fait. Jennifer Hermoso, la joueuse qui dit n'avoir pas aimé le geste. De l'autre côté, la mère du président de la fédération de foot, la mère de Luis Rubiales, défend son fils. Elle est actuellement hospitalisée après une grève de la faim. Oui, voilà, toute l'ampleur que ça prend. Il faut juste dire que, alors, il y a eu ce baiser, voilà, on peut peut-être excuser dans l'euphorie du moment, comme vous l'avez dit, mais la dame simplement tweet ou envoie un message après pour dire qu'elle n'était pas d'accord. Mais ça s'arrête là. Après, c'est une affaire de perception, mais vous devez respecter la perception de l'autre. Si vous dites qu'elle n'était pas d'accord, comment pouvez-vous encore dire, mais si c'est consenti, et vouloir bien présenter des preuves? Donc voilà, tout ça est réellement irrationnel aujourd'hui. L'ampleur que ça a pris, c'est totalement irrationnel. Encore, comme je vous l'ai dit, c'est venu dans un contexte politique également particulier, où il y a des gens qui doivent faire valoir leur position également, qui doivent défendre certains territoires politiques, donc, qui récupèrent, qui instrumentalisent tout ça. Donc chacun y va de son propre intérêt pour montrer qu'on est progressiste, etc. Dans tous les cas, humainement, je pense que raisonnablement et d'une sagesse, je pense, humaine que nous partageons tous, je pense que ça aurait pu être géré autrement. Merci à vous, Wouldat Mama. Je le rappelle, vous êtes politiste et auteur. Merci pour ce décryptage de l'actualité nationale et internationale. C'est ce qu'on a fait avec Pascal Anselme Agueoundé.
journaliste au quotidien du service public La Nation. Merci à vous, cher Pascal. Merci. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation du Club Média 7. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Bonsoir chez vous.